Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville, toujours ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous Panorama Info, notre rendez-vous hebdomadaire. Le temps passe et nous sommes déjà à la fin du mois de novembre, le 11e mois de l'année. Déjà apparaissent dans nos rues, avenues et ronds-points les décorations dites de Noël, qui sont souvent de fort mauvais goût et dans lesquelles, bien sûr, la véritable signification de Noël est totalement absente. Des personnages tirés du monde de Walt Disney voisinent avec de gros cadeaux illuminés, ce qui nous ramène au sens actuel que l'on donne à la fête de Noël, dont il ne faut surtout pas prononcer le nom. Il convient surtout d'encourager les passants, c'est-à-dire nous, à consommer encore et toujours davantage à la grande satisfaction des grandes enseignes qui, après le pic de consommation d'Halloween, une fête importée d'outre-Atlantique à leur intention, attendent avec impatience les grosses ventes du mois de décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelques années, à cette époque, on nous rebat les oreilles avec un prétendu Black Friday, vendredi noir, encore une invention consumériste états-unienne qui, au lieu de durer une seule journée comme son nom pourrait le laisser penser, dure en fait au bas mot une dizaine de jours. Je crois qu'en me refusant d'acheter quoi que ce soit durant cette période d'arnaque commerciale, je crois avoir réussi à économiser de l'argent. Pour ma part, je n'ai l'esprit ni à la fête ni à la surconsommation, alors qu'à 3000 km de Paris, des jeunes hommes tentent de résister dans la boue et dans le froid au rouleau compresseur de l'agresseur russe, et donnent leur vie pour leur patrie ukrainienne. Quant aux civils ukrainiens, ils vivent eux aussi dans le froid, les centrales électriques étant la cible favorite des missiles de Poutine. Ils vivent aussi dans la peur, car les zones d'habitation sont loin d'être épargnées par les bombardements russes. Comment pourrions-nous avoir le cœur à la fête alors qu'une guerre semblable à celle de 14-18 par sa durée et par l'ampleur des sacrifices consentis, se déroule aux portes de notre Europe? Comment festoyer alors que 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh passent leur deuxième hiver loin de leur terre ancestrale, dont ils ont été impitoyablement chassés par un dictateur brutal qui, dans le même temps, accueille avec faste des délégations venues du monde entier pour participer à la COP de la honte qui vient de se tenir à Bakou. Comment pourrions-nous nous réjouir alors que la justice internationale, au lieu d'inculper le dictateur héréditaire de l'Azerbaïdjan, lance des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre et un ministre d'un État démocratique, victime le 7 octobre 2023 d'une attaque terroriste massive, autant qu'abjecte, qui a fait 3000 morts et qui, depuis, tente de venir à bout d'une menace existentielle, mais que l'on accuse maintenant d'être en train de commettre un génocide. Si Israël commet réellement un génocide à Gaza, alors les Anglo-Américains en ont également commis un de génocide, en bombardant de manière effroyable les villes françaises et allemandes dans le but d'anéantir le monstre nazi. Sans parler des bombes atomiques larguées sur 2 grandes villes japonaises afin d'amener le Japon à capituler. A-t-on tenté, à l'époque, d'épargner les populations civiles lors de ces bombardements aveugles? Les bombes anglo-US ont-elles évité de tomber sur les écoles et les hôpitaux? Plus près de nous, les forces alliées n'ont-elles pas bombardé des zones civiles
lors de l'offensive contre l'État islamique, Daesh, pour libérer des villes telles que Raqqa ou Mossoul. Le pire dans cette guerre menée par Israël contre les entités terroristes qui l'ont agressé, c'est que ces groupes terroristes, tels que le Hamas ou le Hezbollah, ont une sinistre spécialité, celle d'utiliser les populations civiles comme des boucliers humains, alors que leurs dirigeants sont bien à l'abri dans des tunnels et des bunkers bien souvent situés juste en dessous des écoles et des hôpitaux. Face à des ennemis aussi lâches, il est bien difficile de ne pas faire de victimes civiles. Oui, je suis moi aussi ému, bien sûr, par les images de destruction à Gaza ou au Liban. Qui ne le serait pas? Je compatis sincèrement avec les civils innocents chassés de chez eux, qui vivent dans la terreur de bombardements. Mais si le Hamas n'avait pas commis le gigantesque pogrom du 7 octobre 2023, si le Hezbollah n'avait pas bombardé Israël quotidiennement depuis cette date fatidique, jamais Israël n'aurait bombardé Gaza et le Liban. Si au moins le Hamas acceptait de libérer les otages qu'il détient encore, s'ils sont encore en vie, et qu'on a, il faut l'avouer, un peu oublié, eh bien les bombardements israéliens contre Gaza pourraient enfin prendre fin. À l'est de la République démocratique du Congo, les combats font toujours rage et l'exode des populations civiles n'a jamais cessé. Tout cela à cause d'une fausse rébellion qui cache bien mal, en fait, l'invasion d'une armée étrangère, celle d'un petit pays dont l'impitoyable dictateur est toujours reçu avec honneur en France et auquel le chef de l'État français donne du « cher Paul », comme ce fut encore le cas dernièrement à Villers-Cotterêts pour le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce même dictateur qui, dans son pays, fait régner la terreur depuis 30 années et menace de s'en prendre à la vie d'une femme courageuse qui ose dénoncer son pouvoir. Je veux parler de Victoire Ingabire, la courageuse dame de Kigali. En Afrique, la France choisit bien mal ses amis. Ça n'est pas nouveau d'ailleurs. Les déplacés congolais qui s'entassent dans des camps de fortune et qui vivent dans des conditions inhumaines apparaissent rarement sur nos écrans de télévision, contrairement aux Gazaouis et aux Libanais, soit dit en passant. Pourtant, ils existent et leur tragédie dure depuis 3 décennies, toujours à cause du même homme qui a semé la terreur et la désolation dans la partie orientale du Congo depuis 1996. Quel Noël vont-ils passer sous leurs bâches en plastique? Pourquoi cette fameuse communauté internationale, à commencer par la France et l'Union européenne, ne font-elles rien pour mettre un terme aux agissements maléfiques de l'homme fort de Kigali? Que dire du Soudan, où depuis avril 2022, 2 généraux avides de pouvoir et de richesses, et des richesses qui vont avec ce pouvoir, s'affrontent en détruisant leur malheureux pays? Nos grands médias n'évoquent pratiquement jamais cette tragédie soudanaise qui a jeté sur les routes de l'exode des millions de civils affamés, déplacés internes pour certains, réfugiés dans les pays voisins pour d'autres. En avril 2023, vous vous souviendrez peut-être que j'avais consacré sur ces ondes une émission à la guerre civile soudanaise qui ne faisait que commencer. On en était encore au tout début. Et il me faut avouer que jamais je n'aurais pensé que ce conflit soit encore d'actualité 19 mois plus tard, aucun des 2 généraux n'étant parvenu à prendre le dessus. Le pire est que des puissances étrangères ont pris parti en soutenant les forces d'un prétendant contre celles de l'autre. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan est soutenu par l'Égypte, les États-Unis ainsi que l'Iran, qui lui aurait fourni des drones de combat. De l'autre, le général Mohamed Hamdan Dogolo est soutenu par les Émirats arabes unis,
par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle la moitié est de la Libye, ainsi que par l'Éthiopie et la Russie indirectement. Le soutien de cette dernière est à nuancer dans la mesure où si la société privée russe Wagner est bien engagée aux côtés des forces de soutien rapide, elle n'est pas financée sur ce front par le gouvernement russe, mais par de l'or extrait des mines soudanaises contrôlées par Mohamed Hamdan Dogolo. Il s'agit donc davantage d'une collaboration entre deux milices armées privées, l'une russe, l'autre soudanaise. L'Iran et les Émirats arabes unis sont accusés d'avoir enfreint un embargo sur les armes imposé par les Nations unies en fournissant depuis le début de la guerre des drones aux parties en conflit ainsi que d'autres matériels militaires. Des évaluations confidentielles ainsi qu'un rapport financé par le département d'État des États-Unis ont suivi 32 vols entre juin 2023 et mai 2024, concluant avec une quasi-certitude qu'il s'agissait de transferts d'armes des Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide. Ce mois-ci, Amnesty International a révélé que des véhicules de transport de troupes Nimr, fabriqués aux Émirats arabes unis par le groupe national Hedge, sont utilisés par les forces de soutien rapide. L'ONG déplore que ces véhicules équipés de technologies françaises, comme des systèmes d'autoprotection Galix, conçus par KNDS France et La Croix, puissent être exportés vers le Soudan malgré un embargo de l'Union européenne et de l'ONU. Le pire, en ce qui concerne les Émirats arabes unis, c'est que ce pays a utilisé les problèmes économiques et financiers du Tchad pour faire transiter par ce pays voisin du Darfour, des armes et des munitions en grande quantité qui, après avoir été amenées en avion, sont acheminées par la route ou par la piste à travers la frontière pour être fournies aux forces de soutien rapide. Les autorités tchadiennes, trop heureuses de recevoir une importante aide économique de la part des Émirats arabes unis, ont laissé faire, se rendant ainsi complices des crimes commis par les FSR et de la poursuite de la guerre, alors que le Tchad en pâtit, puisque depuis le début de ce conflit, ce sont 600 000 civils soudanais qui ont afflué vers des camps situés en territoire tchadien tout le long de la frontière, et qui sont venus s'ajouter aux centaines de milliers d'autres qui étaient déjà présents dans le pays depuis des années. En avril 2024, au bout d'un an de conflit, 8 400 000 personnes étaient déplacées. En outre, 1,5 million de personnes avaient fui vers les pays voisins, dont 600 000 personnes au Soudan du Sud et 600 000 autres, nous l'avons vu, au Tchad. En juin dernier, l'Organisation internationale pour les migrations déclarait que plus de 10 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du Soudan à cause de ce conflit. L'envoyé états-unien au Soudan, Tom Perriello, évoquait un bilan de 150 000 personnes tuées durant cette guerre civile. En août, l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, alertait sur le fait que le Soudan se situait à un point de rupture catastrophique du fait de l'accumulation d'épreuves imposées à la population, la guerre, la famine et les inondations qui ont forcé plus de 20 000 personnes supplémentaires à quitter leur maison. Une source du gouvernement militaire soudanais annonçait que depuis le début de l'année 2024, les inondations auraient affecté plus de 130 000 Soudanais et causé la mort de 132 personnes. Le 24 août, le barrage d'Arbat, principale réserve d'eau douce de Port-Soudan, qui est devenue la capitale de facto du pays et où vivent près de 250 000 déplacés, ce barrage a cédé sous l'effet des inondations, tuant au moins 30 personnes et en blessant plus de 170 autres. De multiples crimes de guerre ont été commis par les deux parties en conflit au Soudan. Ces deux parties ont recours à la politique de la terre brûlée et au nettoyage ethnique, en particulier au Darfour. Le seul rayon de soleil dans cette triste fin d'année a été, pour nous, l'annonce de la venue du pape François en Corse, prévue pour le 15 décembre à Ajaccio.
Je suis certain que le souverain pontife saisira cette occasion pour lancer à nouveau un puissant appel pour la paix, en particulier en ce qui concerne les conflits que je viens d'évoquer. Pour ma part, c'est décidé. Je vais prendre un peu de distance avec cette actualité en me rendant enfin au Brésil afin de pouvoir visiter le peuple Enaoene et faire une évaluation du petit projet scolaire et sanitaire que nous avons lancé depuis la Corse depuis la fin de 2021. J'espère aussi ne pas aller dans leur village les mains vides et que le soutien reçu ici en Corse, mais aussi ailleurs, me permettra d'apporter davantage d'aide. Sans doute réussirai-je à faire de belles émissions Panorama Info depuis la grande forêt brésilienne. En tout état de cause, je ne manquerai pas, chers auditeurs, de vous donner de mes nouvelles et surtout des nouvelles des écoliers Enaoene Naoé. Je me réjouis d'avance de pouvoir enfin retrouver les réalités du terrain, tout en m'éloignant un peu pendant quelque temps de la frénésie de consommation générée par la période des fêtes. Et pour vous mettre un petit peu déjà dans l'ambiance de ce que je vais bientôt vivre, je l'espère, je vais vous faire écouter l'audio, une partie de l'audio d'une petite vidéo que nos amis Enaoene Naoé m'ont envoyé samedi dernier, dans laquelle vous pourrez entendre nos élèves acclamer la Corse. En portugais, Corse se dit Córcega. Et vous allez sans doute reconnaître donc le nom de la Corse dans ce court extrait. Pour terminer, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Então, a gente vem aqui agradecendo você, e aí a gente vai falar hoje em nome da nossa cidade que apoia com a gente. E a gente agradece muito o país da França, também a gente agradecendo aqui o estado de Córcega, que a gente viu pessoas que ajudam com a gente, doadores também, a gente muito agradecido aqui vocês. Agora consegue, amiga. 1, 2, 3, consegue!